Voilà, donc bienvenue à nouveau à tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Philippe va présenter tout ça. Est-ce que vous voyez bien l'écran d'ailleurs? Philippe, tu vois un écran Je vois large la mire, enfin le fond d'écran PowerPoint en mode travail. en mode travail? D'accord, donc j'ai pas fait le bon truc. Il n'est pas en plein écran. Non, ben, il devrait être en plein écran. Il Tu l'est. l'as? Il l'est. Voilà, super. Très bien. Philippe, je te laisse la main. Je vais passer les slides pour toi, comme on a convenu, mais à ce moment-là, tu me dis ça et j'alternerai en fait entre les slides et ton beau visage qui prendra la parole. Voilà, je te laisse la parole, c'est à toi. Très bien. Bonsoir à tous. D'abord, merci Xavier et toute l'équipe de l'Institut du commerce de m'avoir proposé cet échange. Alors, c'est la première fois que je fais un webinar dans ces conditions, mais on est tous en train de faire des premières fois depuis le début du confinement, donc on sera des super pros à la fin. Euh, alors, la question des changements de la consommation et euh, suite, suite à cette période de confinement et de Covid-19, elle se pose, tout le monde se la pose. Et il y a une dizaine de jours, publié une note qui listait 10 facteurs, il y en a probablement d'autres encore, mais 10 facteurs que j'avais pu identifier qui pourraient avoir un effet sur la consommation après ce phénomène de crise. Pourquoi cette note? En fait, depuis le début de la crise du Covid, on lit énormément de propos ou d'analyses qui sont, à mon sens, un peu rapides. Je crois qu'il est très tôt pour tirer des conclusions définitives du sujet. Et surtout, dans des médias grand public le plus souvent, des conclusions qui en fait donnent ou donneraient les situations de circonstances, hein, les situations conjoncturelles que nous connaissons, comme étant un nouveau paradigme de la consommation, ce que je ne crois pas du tout. Et donc, j'ai essayé d'identifier 10 facteurs et de regarder comment ils pourraient bouger dans l'avenir et comment ils pourraient impacter dans un sens ou dans un autre la consommation. Euh, Sachant que je ne crois pas beaucoup, mais je vais le reprendre tout de suite, à des changements de fond de la demande du consommateur. Et à partir de là, donc c'est plutôt une note pour poser des questions que pour y répondre d'un point de vue extrêmement pratique. Mais en échangeant avec Xavier, on s'est dit qu'il y avait à en extraire les quelques éléments qui, au-delà de jouer évidemment sur le business de chacun d'entre nous, et ça c'est bien normal, mais quels sont les éléments qui pouvaient avoir un impact plus marqué sur la relation distributeur-industriel, ce qui est la raison d'être de l'Institut du commerce. Alors les 10 facteurs, vous les avez là. Je vais donc évidemment pas vous les lire ou les commenter. Vous avez accès librement à la note sur le site de l'Institut du commerce, enfin sur la slide d'avant. Si vous cliquez sur la partie de gauche, vous tomberez directement sur le site de l'Institut, sur la partie de droite directement sur mon blog, et vous trouverez donc l'ensemble de la note. Donc vous avez j'ai identifié 10 facteurs, je ne les détaille pas, je vais juste vous donner la clé pour chacun, simplement. Facteur sociodémographique, ce que je dis, c'est que dans l'histoire de la consommation, en fait, les évolutions profondes de la conso procèdent toujours soit du premier, soit du deuxième facteur, donc les évolutions sociodémo ou l'innovation. Et ce qui caractérise la crise que nous vivons, c'est qu'elle n'a aucun impact sur les facteurs sociodémographiques. Il n'y aura pas d'effet sur la pyramide des âges, sur la structure des ménages, sur les lieux d'habitation, etc. Ce qui est tout à fait différent d'une guerre où à la fin d'une guerre, vous avez des saignées dans une pyramide des âges et ça change la consommation parce que ça change les ménages. Donc il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet d'innovation non plus. On n'a pas vu d'innovation en tant que telle depuis le début de la crise. On a vu, et on en évoquera une, on a vu certaines innovations qu'on connaît depuis des années se développer ou s'accélérer. Mais les innovations ne sont en rien nouvelles. Il n'y a pas d'iPhone qui est sorti, on n'a pas inventé la voiture, ni l'hypermarché pendant la crise. Donc, pas de facteur socio-démo, pas de facteur innovation. C'est ce qui m'amène au départ à penser que sur le fond de la demande des consommateurs, il n'y aura pas ou peu d'impact. Il y a des impacts conjoncturels, il ne devrait pas y avoir d'impact structurel. Il y a en revanche, c'est le troisième facteur,
un facteur d'hygiène qui est une attente évidemment beaucoup plus forte que par le passé, une sorte de crispation autour des sujets d'hygiène qui vont toucher dans nos métiers peut-être la nature des produits, le permis de penser qu'on fasse plus attention à ce qu'on mange parce qu'on a parlé beaucoup de facteurs de comorbidité, peut-être qu'on sera plus attentif au sucre par exemple. D'ailleurs, je trouve que ce n'est pas tout à fait un hasard la coalition qui a été mise en avant hier par Nestlé au niveau européen pour porter le Nutri-Score. C'est peut-être un hasard, mais peut-être pas. En tout cas, c'est assez cohérent. Il y a surtout sur l'hygiène, sur la relation industrie-commerce, un point qui me paraît important, que je ne développerai pas là, mais qui est encore tout frais, mais qui me paraît très important, c'est la notion de l'emballage. On a bien vu, par exemple, que les boulangeries de quartier ont un chiffre d'affaires qui chute en gros de 30%, celles des hypermarchés aussi. Celles des quartiers, elles chutent notamment à cause de la perte du snacking. Ce n'est pas tellement le cas de celles des hyper, qui sont à moins 30, et de façon, des GMS qui sont à moins 30, alors que le pain de mie explose. Les stands, globalement, ne se portent pas bien. C'est-à-dire qu'il y a manifestement un besoin ou un nouveau besoin de l'emballage. Pour ceux qui avaient 20 ans il y a 30 ans, comme moi, on retrouve le plastique, c'est fantastique. C'est sous un autre angle, mais il y a de ça. C'est-à-dire qu'on retrouve une attente de l'emballage et de la protection des produits. Emballage d'ailleurs qu'un certain nombre de recommandations nous amènent à détruire à peine arrivé chez nous ou à laver. J'ai encore vu tout à l'heure, ce matin, vous avez peut-être vu aussi, des recommandations sur comment faire quand on rentre chez soi de ces courses publiées par Auchan Drive. C'est très interpellant. Il nous invite à nous laver les mains, à changer de chaussures, à enlever les emballages, etc. Donc il y aura un sujet sur l'emballage qui peut questionner l'ensemble de la filière, peut-être en inventer de nouveaux, peut-être retrouver de l'emballage sur les fruits et légumes, là où on a beaucoup bataillé contre le plastique. On a ce genre de choses devant nous. Et je n'irai pas beaucoup plus loin, c'est encore assez prématuré. Le digital, je vais en parler notamment dans le cadre de l'effet drive. Le digital, c'est évidemment l'explosion du moment, mais qu'il faut regarder à sa juste valeur. Le digital a doublé à peu près en alimentaire, mais ce n'est quand même pas la majorité du business. Et ce qui va m'intéresser, c'est les impacts du digital, pas seulement la dérive du business du physique au digital, mais ce que ça impacte sur le business lui-même. Il y a un facteur très important, je pense, sur les défaillances d'entreprises. On le sait bien, il y a plein d'entreprises qui ne sortiront pas de la crise, maintenant ou dans 6 mois ou dans 1 an. Et ça a un effet sur l'offre, puisque forcément, dans toute crise, depuis toujours, il y a un moment de consolidation qui amène à ce qu'il y ait moins d'offreurs. Donc, alors qu'on était dans une logique ces dernières années de fragmentation de l'offre, on peut connaître un moment de consolidation. Il y a un facteur libre-échange, pareil, je ne rentre pas dedans, qui est important dans la mesure où l'État veut se saisir du sujet de la souveraineté alimentaire et suivant les réglementations qu'il pourrait être amené à prendre ou les mesures fiscales, on va avoir un impact. Je vous renvoie à la note. Il y a un effet évidemment sur les relations sociales, on ne parle que de ça, de la distanciation sociale, qui aura et qui a déjà un impact sur les circuits autres que le retail, et notamment la restauration, mais également à l'intérieur du retail. Là, on va l'observer en lien avec également le facteur travail et notamment le télétravail. Et puis, un élément sur le patrimoine qui touche évidemment le pouvoir d'achat et le pouvoir d'achat lui-même. Je vais détailler ce point. Voilà pour le cadrage. Le premier élément que je voulais voir avec vous sur les cartes qui sont à droite, c'est l'effet drive. Alors, l'effet drive, vous avez tous vu évidemment une explosion du chiffre d'affaires des drives. En gros, sur un business, j'arrondis les chiffres à plus 10 depuis le début du Covid. On a des hyper plutôt à moins 20, des super plutôt flirtant avec les plus 10, une proximité à plus 50 et des drives qui ont doublé de chiffres. Alors, il y a évidemment une première conséquence, vous la connaissez mieux que moi, c'est que le chiffre d'affaires s'est déplacé vers le drive. Bon, pour combien de temps ? Une fois qu'on aura retrouvé nos circuits classiques, ou la liberté de mouvement, évidemment, le drive ne restera pas à ces niveaux-là. Pour autant, il ne redescendra pas au niveau d'avant.
D'abord parce qu'on a de la peur, on a de la crainte de la rencontre dans les magasins, et elle va rester encore pendant un temps, mais aussi parce que le Drive a en fait gagné en l'espace de 3 mois le nombre de clients qu'il aurait peut-être dû gagner en 5 ans, voire plus. Et donc, la masse de clientèle qui a découvert le Drive au travers de cette crise va, pour un certain nombre, rester dans le Drive, va continuer à le fréquenter, peut-être pas avec la même assiduité qu'en ce moment, mais va continuer à le fréquenter. En fait, on a une très forte acquisition de clientèle. Et cette acquisition de clientèle, bon, là, ce sont des effets qui sont assez simples à appréhender, en fait, change la donne, à mon sens, à 2 niveaux. La première, qui a toujours été, mais qui prend une acuité bien plus forte, c'est qu'un Drive, et pour en avoir dirigé pendant quelques années, un Drive, la place y est très chère. Dans les négos jusqu'alors, on traite évidemment de la question et de la présence en Drive, c'est un facteur important, mais qui pèse de façon marginale sur l'ensemble de la négo. Là, ça va devenir extrêmement fort. Et pour un certain nombre de produits ou de marques, ça peut représenter une part de chiffre d'affaires qui peut monter jusqu'à 30% du business qu'on fait dans le magasin à côté. Donc, ce mouvement est très important, ce qui fait que la présence du produit en Drive, la DN Drive tout simplement par rapport à avant et par rapport à celle de l'hyper, devient extrêmement importante pour le volume et pour la visibilité. Donc ça, c'est un élément. Et je parie assez gros pour les prochaines négos sur un point de crispation sur cette DN Drive. Parce que le distributeur, je l'ai été, vous le savez, va vendre cette DN Drive cher, parce qu'elle vaut très cher aujourd'hui, et que pour le relais de croissance, pour de l'activation digitale, ce sera important également pour les industriels. Le corollaire de ça, c'est évidemment que être évincé du Drive a des conséquences fortes également. Sur ce Drive toujours et sur la gamme Drive, il y a un autre effet, toujours sur cette dimension de place et cher. Encore une fois, pour l'avoir vécu pendant un certain nombre d'années, le catégorie management du Drive, quel que soit le regard qu'on porte sur le catégorie management, hein, mais le catégorie management du Drive en est à ses balbutiements. C'est-à-dire qu'au démarrage, on a fait ça en prenant les meilleurs VMH et on construisait la gamme de cette façon-là en pilotant d'abord sur les pondéreux. Je suis assez convaincu que ce qu'on vient de vivre et l'accroissement considérable de clientèle va amener à bouger fortement le catégorie management du Drive en professionnalisme, mais également par l'effet de l'évolution de la structure de clientèle du Drive, qui était très familiale jusqu'alors, pour des raisons assez évidentes de stockage, de voitures et compagnie, mais qui devient plus généraliste. Il est d'ailleurs marquant de voir, où il y a beaucoup de papiers qui sont sortis récemment, que la plus forte acquisition, c'est finalement assez logique, de clientèle de ce canal, enfin du e-commerce et de ce canal, se trouve plutôt dans les personnes plus âgées. Énormément de retraités se sont mis au Drive, circuit qu'ils ne fréquentaient pas du tout avant. S'ils y restent en tout ou partie, bien, ça a évidemment un impact sur la nature de l'offre. Donc, un enjeu Drive très fort, et moi j'invite les industriels notamment à regarder ce point de très près et en faire un point majeur des relations commerciales et des négociations à venir. Le deuxième point très fort et dont on parle très peu, ça m'étonne beaucoup, sur l'effet Drive, c'est le marketing digital global de l'enseigne et donc des marques qui vont travailler et commercer avec les enseignes, du fait de l'acquisition subite des clients sur le Drive. Vous avez vu, la taille de clientèle du Drive a augmenté dans des proportions considérables. Je lisais dans une étude Kantar de mémoire et qui date déjà d'il y a 3 semaines, donc c'était à la fin de la P3 Kantar, une acquisition Drive, je vous le dis de mémoire, qui je crois était de 2,5 millions de nouveaux clients sur le e-commerce, mais qui sont très majoritairement sur le Drive quand on parle d'alimentaire. Ce qui est intéressant, c'est que ces 2,5 millions de clients, ils mangeaient avant. Ils mangeaient avant en faisant les cours dans des super et des hypermarchés. Ils ont basculé dans le Drive. Il se passe quelque chose de très important.
C'est donc en fait pas des nouveaux clients pour les enseignes ni pour vos marques. Ils achetaient avant. Vous savez que depuis des années, depuis au moins 10 ans, 75% ou à 80%, ça dépend des enseignes, mais les écarts sont faibles, du chiffre d'affaires est fait sous carte de fidélité. Donc, on sait très bien ce que les cartes de fidélité achètent. Mais la qualification de la base des retailers est de l'ordre de 30%. C'est-à-dire qu'on sait ce que les cartes de fidélité achètent sans nécessairement savoir qui est derrière. Eh bien, on a donc un paquet de clients dont les distributeurs connaissent l'historique d'achat, connaissent les habitudes d'achat dans des hyper ou dans des supermarchés. À partir du moment où ils ont ouvert un compte sur le Drive et où le compte du Drive se plug avec le numéro de carte, en fait, ce n'est pas un nouveau client qui part de zéro. C'est comme si ces distributeurs achetaient une base de données totalement qualifiée. Et donc, ils se retrouvent avec une connaissance produit de ces clients, de ces nouveaux clients Drive qui ne sont pas donc des primo-accédants du Drive vierges de tout, mais des clients qui ont un historique très conséquent, qu'ils peuvent évidemment transformer immédiatement dans la construction de l'offre, mais qui amènent de fait aussi une progression considérable de la base client qui est activable par le marketing digital au niveau du super, de l'hyper ou du Drive, bien sûr. C'est très compliqué encore de faire des calculs, et donc je vais vous livrer des chiffres qui sont ils sont enregistrés, mais qui sont vraiment sous toute réserve. Mais à partir des éléments de Kantar et en faisant des croisements, je ne serais pas étonné qu'on arrive chez les plus gros distributeurs français à une augmentation de la base qualifiée de leurs clients de l'ordre du million. Puisque on a des enseignes qui pénètrent la société française de l'ordre de 40 à 50%, voire plus. Si vous rapportez ça au parc de nouveaux clients et que vous le multipliez par le facteur des 75% de cartes de fidélité que j'évoquais tout à l'heure, on est à peu près à ces ordres de grandeur. La question étant derrière de savoir s'ils se mettent en opt-in ou pas. Et sur les drives, on est de l'ordre de 50% et plus. En tout cas, on est sur des masses d'acquisition de clients activables qui sont tout à fait considérables par rapport à ce qui est aujourd'hui présent chez les distributeurs. Donc, un levier de professionnalisation du marketing digital qu'on pratique depuis des années, mais avec, tout en ayant une forte, je dirais, une forte jalousie vis-à-vis de ce que peuvent faire des Google et des Amazon. Et là, il y a un effet qui est d'une extrême puissance. Ça aura donc un impact forcément sur les relations industrie-commerce parce que ça a de la valeur. Voilà ce que je voulais évoquer sur le Drive. Et on va passer ensuite au deuxième élément que j'ai intitulé Winner Takes All. Pourquoi ça? Il y a un chiffre qui m'a frappé. Je vais citer l'étude Bonial qui a été publiée il y a une semaine ou 10 jours. Il y a eu un papier dans LSA autour de ça qui me semble très, très parlante là aussi. Et on le vit tous en ce moment. Les clients, en gros, font 2 fois moins leurs courses et avec des caddies 2 fois plus gros. On peut le caricaturer de cette façon-là. Ce qui est plus intéressant dans ce que montre Bonial, c'est qu'avant la crise, 46% des Français fragmentaient leurs courses de la semaine. Le chiffre est tombé à 8. C'est-à-dire qu'on a divisé par 6 la multifréquentation hebdomadaire. Alors certes, on va vouloir retrouver un peu de liberté, mais les discours d'hier d'Édouard Philippe ne nous invitent pas vraiment à refaire du shopping de la même façon dès le 11 mai. Ça va probablement durer, cet effet va probablement durer pendant tout l'été, et il n'est pas interdit de penser que ça reste. En tout cas, que ce facteur de 6 ne se résorbe pas avant de nombreux mois et peut-être plusieurs années. C'est d'ailleurs, de mon point de vue, un des facteurs principaux de la, on dirait, relative difficulté de Lidl dans la crise, qui pourtant caracolait en tête des gains de part de marché jusqu'alors, c'est que comme son offre est restreinte et qu'il manque de marques, eh bien, l'effet de multifréquentation qui a fortement chuté amène les clients à choisir les enseignes dans lesquelles ils vont trouver certes leurs produits de marque propre ou leurs produits premier prix, mais également les quelques marques qui pour eux sont importantes. Et donc, ils sont allés dans les magasins qui pouvaient leur apporter l'ensemble des produits. Jusqu'au 11 mai,
et dans certains départements sans doute encore un peu, mais on est également contraint par la notion de proximité. Je ne crois pas une seconde dans cette situation actuelle que les clients se ruent dans les magasins de proximité à plus 50 simplement parce qu'ils sont fanatiques de la proximité depuis le 15 mars. C'est simplement parce que les hypermarchés sont loin et qu'on ne prend pas le risque de faire 5 km avec la peur du gendarme sur ces périodes-là. On va au plus près. Et d'ailleurs, un certain nombre d'analyses, notamment portées par IRI la semaine dernière, semblent démontrer cela également. Qu'est-ce que je veux dire là? Si les clients continuent à faire moins souvent leurs courses qu'avant le Covid, mais qu'ils ont une plus grande liberté qu'ils ne l'ont aujourd'hui, ils n'ont pas le choix, ils vont au plus près, eh bien, on va être site par site dans une situation de winner takes all. C'est-à-dire que le magasin qui est le plus puissant, qui a la meilleure offre, pourrait être à même de gagner. Alors, j'étais assez surpris et heureux hier soir en lisant l'interview que vous avez sans doute lue d'Alexandre Bompard dans le Figaro, où il remet finalement ce point-là en avant aussi en disant l'hypermarché a des atouts. Et je suis assez convaincu de ça, c'est ce que je mentionnais dans ma note la semaine dernière. Je ne dis pas que c'est le grand soir de l'hypermarché. Sur le long terme, ça ne change pas les tendances. Mais reconnaissons que l'hypermarché, si on doit faire ses courses toujours moins souvent, encore une fois, ce rapport de 1 à 6, mais qu'on a la liberté de faire éventuellement 10 km, en allant dans un hypermarché, on peut avoir une offre extrêmement large et donc le choix des prix bas, ce qu'on n'a pas dans la proximité, où d'ailleurs les clients nous disent aujourd'hui il y a de l'inflation. En fait, il n'y a pas d'inflation. Il y a juste qu'ils sont contraints d'acheter des produits plus chers parce qu'ils ont choisi un circuit où il y a moins d'offres et où les prix moyens sont plus chers. Eh bien, l'hypermarché permet le choix des prix bas, permet également une surface qui est peut-être d'un point de vue rationnel plus sécure qu'un plus petit commerce et qui a une offre de marque qui est très large. Donc, on a, je pense, dans les mois qui viennent, en tout cas sans doute dans les 18 mois qui viennent, ce point qui est important, qui devrait être une prime. Alors je dis l'hypermarché par facilité, en tout cas la prime au leader du site, site par site, zone par zone, au leader en termes de choix, en termes de qualité de commerce, qui devrait se renforcer. Et donc je pense que pour les marques et pour leur force de vente, il va falloir vraiment bichonner les leaders de sites parce qu'ils pourraient voir se renforcer leur leadership. Voilà ce que je voulais évoquer sous l'angle du winner takes all. Passons au télétravail de masse. Alors là, c'est un sujet qui est assez intéressant et qui a des effets court terme et probablement des effets de très long terme. Là, c'est un vrai game changing. Bon, depuis un mois, on a tous appris, du moins tous les cadres, à télétravailler massivement. C'est d'ailleurs un phénomène de fragmentation de la société française assez inéquitable, puisque finalement, il montre bien la différence entre les anywhere, qui peuvent, pardon d'être un peu lapidaire, mais qui ont pu emmener leur ordinateur et aller télétravailler à l'île de Ré ou à Arcachon, et ce n'était pas anecdotique. Et les somewhere qui sont assignés à résidence dans des petits appartements ou assignés à résidence parce qu'ils ont des postes de travail postés justement, que ce soit sur une ligne de caisse, sur une chaîne de production. Mais qu'est-ce qu'on observe sur ce télétravail qui s'est réalisé massivement? Dans toutes les entreprises, ou les grandes entreprises, des systèmes de télétravail existaient. Ils étaient plus ou moins pratiqués. Souvent, ils étaient limités, je l'ai vécu moi-même, ils étaient limités parce que parfois, pour l'organisation, ce n'était pas pratique, parce qu'un cadre, un manager, ça ne l'arrangeait pas, etc. Je crois qu'on sera tous d'accord pour dire qu'au sortir de la crise, il n'y a plus aucun argument, un manager n'aura plus aucun argument pour s'opposer au télétravail de ses collaborateurs. Même plus celui du mercredi et de la conjonction avec la garde des enfants, puisque c'est ce qu'on aura pratiqué pendant 2 mois et même plus. Donc le télétravail va déjà, par la demande des collaborateurs, continuer à se développer. Certes, pas comme en ce moment, mais il va être notoirement plus élevé qu'avant. Le deuxième élément,
c'est que le télétravail va continuer à se développer par la demande des entreprises. Parce que dans beaucoup de cas, les entreprises y auront trouvé un certain confort, et notamment à la reprise, le fait d'avoir une part conséquente de ses collaborateurs en télétravail va améliorer la sécurité des bureaux de l'entreprise. Un open space pour propager le virus, c'est quand même pas mal. Mais un open space où il n'y a que 50% des collaborateurs, c'est quand même plus sécurisant. Donc, là aussi, les managers devraient être assez proactifs, les directions d'entreprise, pour maintenir le télétravail. On l'a vu d'ailleurs depuis une semaine, d'Édouard Philippe à Valérie Pécresse évoquer ce sujet-là. Et puis, il y a un troisième élément très fort qui est le phénomène des transports, qui est vrai dans toutes les métropoles, mais particulièrement critique à Paris. Vous savez peut-être qu'il y a, je crois, 4,5 millions de porteurs de passes Navigo. Si les 4,5 millions se retrouvent dans le métro le 11 mai, alors évidemment, hier ça a été évoqué, ce ne sera pas le cas, mais supposons, dans le métro, ça ne tient pas. Dans le métro, on était jusqu'à 4 personnes par mètre carré aux heures de pointe. Et peut-être que dans la ligne 13, c'était pire. Toujours est-il que c'est incompatible avec les sujets de distance physique qui sont nécessaires. Et on n'imagine pas qu'ils soient tous à vélo ni en voiture. Donc le télétravail va devoir durer. Qu'est-ce que ça amène, ce télétravail? Il bouge la nature de ce qu'on consomme, de ce qu'on mange, et l'endroit où on le consomme. Nielsen l'avait montré dès le début de la crise. Au bout de la première semaine, on a observé que sur une consommation qui alors avait progressé de 30%, par l'effet de stockage et par la fermeture des cafés, hôtels, restaurants, on avait des pics à Arcachon, encore une fois au Touquet ou dans d'autres régions de villégiature. Mais on avait également, c'était très marquant, sur les arrondissements de Paris 1, 6, 8 et 9. Pour ceux qui connaissent bien la ville, ils savent très bien que ce sont des arrondissements finalement de bureaux pour beaucoup, ou de loisirs, et des arrondissements où on habite peu. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces arrondissements-là? Le retail mesuré par Nielsen était en négatif, alors que la restauration était fermée. Ça dit quoi? Ça dit tout simplement que la consommation, géographiquement, s'est donc déplacée, notamment dans des banlieues, et où, là encore, là, il y a une carte que IRI a sortie vendredi qui montrait un certain nombre de banlieues, banlieues parisiennes, qui étaient à plus 50. Donc vous avez un déplacement. Et évidemment, tous les travailleurs qui, par exemple, travaillaient dans le 9e arrondissement et allaient au restaurant, dans les cantines ou chez Franprix manger un sandwich ou une salade, ceux-là se sont retrouvés chez eux à faire la cuisine ou à cuire des pâtes. Et donc, on a une évolution de la nature de ce qu'on mange, beaucoup moins de snacking et beaucoup plus de plats soit qu'on prépare soi-même et donc l'explosion des conserves et des féculents, mais également peut-être des plats cuisinés à cuire chez soi. Alors ça va dépendre ensuite des budgets. Cet élément, il est très important parce que durable, parce que ça va aussi, je crois, forcément par le caractère urbain, pénaliser la proximité dans les temps à venir et renforcer probablement les plus gros formats qui sont plus présents en banlieue. Un chiffre pour vous illustrer ce phénomène qui est très marqué à Paris. Sur la ville de Paris, sur le 75, vous avez en gros l'équivalent de un emploi pour un habitant. En moyenne France, il y a 2 habitants pour un emploi. Si on prend les Hauts-de-Seine, vous avez 1,5 habitants pour un emploi. Ça dit le niveau de densité de consommation qu'il y avait dans Paris au niveau des repas de midi, par exemple, qui vont se déplacer à l'extérieur. Donc, même si ce télétravail se maintient qu'à hauteur de 10% de ce qu'il était avant, ce qu'il était pendant le Covid, il n'empêche que c'est suffisamment massif pour faire connaître de vrais déplacements de consommation. Donc, un facteur qui, je pense, est vraiment majeur à intégrer. Enfin, dernier facteur, et évidemment, alors au début de la crise, on n'en a finalement pas trop parlé, on était tous sans doute en état de sidération, et puis je lisais beaucoup de papiers qui pouvaient me séduire, mais qui m'effrayaient aussi, autour
du changement de modèle, une espèce de grand soir de la consommation, on va enfin être sérieux et responsable. Je veux vous parler du pouvoir d'achat. Alors, heureusement, je lis en ce moment, Moatti en a beaucoup parlé. Alors, évidemment, Michel-Édouard Leclerc ou Alexandre Bompard, encore hier soir, en ont parlé. Le pouvoir d'achat va être plus que jamais, je dis bien plus que jamais, en France, le sujet fondamental de la consommation des mois et de l'année ou des années à venir. Hélas, mais je pense qu'il faut qu'on soit lucide. Ce qui amènera d'ailleurs un renforcement encore de la fragmentation que nous vivons depuis 7-8 ans de la société entre des discours du « il faut manger moins mais mieux », qu'on va trouver chez les éditorialistes, chez les parlementaires, chez un certain nombre de militants, pour de bonnes raisons, et je les partage sur le fond, vraiment. Et en même temps, une réalité, c'est que ceux qui gagnent de la part de marché, c'était Lidl, c'est Action qui a installé 600 magasins en 7 ans en France, etc. etc. Et c'est l'incompréhension de la société française, il y a un an, entre les gilets jaunes d'un côté et puis la Startup Nation de l'autre, pour faire un peu caricatural. J'ai mis un premier chiffre, moins 10 égale moins 50. Bon, mathématiquement, c'est évidemment faux. Mais prenons un chiffre simple de façon très très basique. Supposons que le PIB de notre pays, que le revenu du pays chute de 10%. On nous annonce 8 cette année. Sur une année pleine, ça ferait probablement 10. Certains analystes imaginent même que ce soit pire. Bon, restons sur moins 10. Si je gagne 100 et que je suis dans le dernier quintile des revenus, parmi les gens qui gagnent le moins, et que ces 100 deviennent 90. La réalité, c'est que toutes mes dépenses contraintes d'immobilier, de loyer, d'abonnement, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Les abonnements de Netflix à Orange, à tout ce que vous voulez, font que le chauffage, l'électricité, enfin, toutes nos dépenses finalement contraintes, font que le pouvoir d'achat que j'avais quand j'avais 100, celui qui me restait dans mon porte-monnaie pour pouvoir dépenser dans la consommation, c'était 35. Quand on gagne 100 et quand on est dans le dernier quintile, il nous reste 35 pour arbitrer. Donc si mes 100 deviennent 90, les 35, ils ne deviennent pas 32, ils deviennent 25. Et les 35, aujourd'hui, étaient divisés en gros en deux, 18 de consommation alimentaire. On sait que la consommation alimentaire est d'à peu près 12%, 12-13% du revenu des ménages, mais sur le dernier quintile, on est plutôt à 18. Et 18 d'autres dépenses, qui sont s'habiller, quelques loisirs, etc., etc. Et donc, vous voyez bien que les 35 qui donnaient 18 d'alimentaire, ils deviennent 25. C'est pour ça que j'écrivais moins 50. Moins 10 égale moins 50. On a un potentiel, enfin un risque absolument considérable d'une pression qu'on n'a jamais connue sur le pouvoir d'achat alimentaire et le pouvoir d'achat de la grande conso qu'on trouve dans nos magasins. Ce qui me laisse penser que les marques distributeurs qui s'étaient déjà développées depuis un an par le biais de la loi Egalim devraient connaître un booster exceptionnel. Les premiers prix qu'on trouvait dans les magasins étaient plutôt en perte de vitesse ces dernières années. Je ne serais pas étonné qu'on retrouve une croissance sur ces produits-là de façon significative. On a d'ailleurs vu au passage, au moment du rush dans les magasins il y a un mois maintenant, quand on a eu des photos de gondoles vides, c'était interpellant de voir les produits qui restaient. Les produits qui restaient, c'était des produits bio, c'était des produits premium. Et par contre, ce sont les produits de premier prix, les produits de stockage pas chers qui ont été raflés. Et d'ailleurs, les derniers éléments encore ces jours-ci, sondage d'opinion, montraient que les Français, l'argent qu'on leur verse ou l'argent qu'ils ne dépensent pas en ce moment, ils l'épargnent, ils craignent beaucoup des lendemains qui déchantent, et donc ils sont dans une posture de sécurité maximale. Ce qui m'amène à penser que dans la relation, et j'en finirai là-dessus, dans la relation industrie-commerce, on est face à un problème majeur.
je dirais, on est entre nous, disons les choses. Ça fait des années que l'industrie agroalimentaire, et pour de bonnes raisons, ou l'industrie en général, pour de bonnes raisons de reconstituer ses marges, qui ont été durement touchées ces dernières années, a voulu essayer de passer de l'inflation. Et dans l'autre sens, que la distribution, qui était en forte tension de résultats également, a essayé d'améliorer ses négociations. Et donc, on a ces conflits année après année. On a voulu incriminer la guerre des prix, qui, à mon avis, n'est pas vraiment la raison du problème, mais on pourrait y revenir si on a un échange derrière. Toujours est-il que je crois que l'ensemble de la profession doit acter, et ça va être très douloureux, doit acter que l'inflation, elle va être de zéro. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible aujourd'hui ou envisageable, et ce serait même dangereux socialement, d'envisager que les prix vont augmenter. Et à partir de là, on est face à un problème épouvantable. C'est comment arriver à reconstituer les résultats du retail et de l'industrie à partir du moment où on n'augmente pas les prix. Et la seule solution, c'est de construire, et peut-être que vous me jugerez trop optimiste, peut-être naïf, mais d'arriver à reconstruire une relation qui soit fondée sur de la collaboration et qui amène justement à gagner sur la marge plutôt que sur les prix, et gagner sur la marge, sur la chaîne de valeur globale, en éliminant ensemble tous les points de friction qui aujourd'hui génèrent des coûts dans les entreprises. Donc, pour moi, la négociation de demain, elle doit se centrer sur la réduction des coûts et des coûts communs ou des coûts partagés, plutôt que sur le sujet de l'augmentation des prix ou de la négociation des services derrière. Alors, le tableau est est au global assez noir ou assez difficile. Ce que je crois, d'abord, ce que j'exprime là n'est évidemment pas une vérité. Je mets beaucoup de conditionnels parce qu'on est à l'abri de rien en ce moment. Je ne suis pas très rassuré sur l'hélicoptère monnaie dont on nous parle ou dont certains élus, y compris la présidente de la Commission européenne, qui évoque le fait de distribuer directement du pouvoir d'achat. Je ne suis pas très serein sur ça parce que vu l'état de compétitivité de notre filière par rapport à d'autres pays, comme on l'a déjà connu il y a 20 ans et il y a 40 ans, si on distribue de la relance un peu n'importe comment, elle va probablement profiter plus aux industriels allemands, hollandais ou même italiens qu'aux industriels français. Donc je pense qu'il faut d'abord que la filière arrive à réduire ses coûts, y compris d'ailleurs sa fiscalité et la lourdeur normative, ce qui lui permet de retrouver de l'air. Mais le tableau, globalement, il est assez difficile. J'espère qu'il ne se réalisera pas. Il y aura forcément des Français qui sortiront de la crise d'une façon à peu près correcte et qui, justement, seront confortés par la crise dans l'idée d'une meilleure consommation, de produits plus valorisés. Et tant mieux, il faudra les servir. Mais je pense surtout à nos nombreux compatriotes qui, eux, vont prendre probablement une crise sociale extrêmement difficile. Et c'est ceux qui étaient sur les ronds-points avec un gilet jaune. Il est assez probable que ça revienne très vite. Il y a beaucoup de signaux déjà inquiétants pour la rentrée. Et donc, je pense que nous devons collectivement y prendre garde. Voilà les quelques points que je voulais partager avec vous suite à la note que j'ai publiée la semaine dernière et je suis à votre écoute. Merci Philippe. Alors, il y a plusieurs questions qui sont apparues. Je ne vais pas forcément les prendre dans l'ordre, je suis désolé. Je vais juste rebondir sur ce que tu disais à la fin, avec une question qui est, sans remettre en cause les hypothèses pessimistes, est-il possible d'imaginer un scénario optimiste? Fais pas cette tête-là. Au moment où on se parle, je pense que, très objectivement, imaginer un scénario optimiste immédiatement, quand on nous annonce un PIB à -8, je crois que personne ne peut imaginer un scénario optimiste. Moi, le scénario optimiste qui serait le mien est simplement que la crise soit très dure, elle va l'être, mais qu'elle soit très courte. Et il est possible, un certain nombre, là encore, d'économistes
table là-dessus, que la relance qui soit faite permette un redémarrage assez rapide de l'économie et que finalement les dettes qu'on est en train d'accumuler collectivement soient épongées par la croissance qui repart. Et c'est sûr que, beaucoup s'accordent là-dessus, ce n'est pas mon domaine de spécialité, mais la France, contrairement à d'autres pays européens, notamment l'Allemagne, était de loin pas à son potentiel de croissance, alourdi par le poids de la sphère publique, par le niveau de la fiscalité, etc., etc. Et donc il y a une capacité à libérer le système. Ça, c'est mon optimisme. Mais en même temps, je suis malheureusement à écouter les élus. J'ai des champs qui ne sont plus les nôtres ce soir, mais je ne sais pas si on va vers ce scénario-là. J'ai beaucoup de débats là-dessus sur des réseaux sociaux, sur le côté vert ou pas vert de la croissance. Ce n'est pas le sujet là. Pour moi, une croissance verte, ce serait formidable et elle peut être forte. Mais j'ai plutôt le sentiment que beaucoup ont envie de rajouter de la contrainte, de la norme, de l'encadrement, de la planification, au lieu de libérer le système. Donc c'est un petit peu mon inquiétude. Mais il est possible que ça reparte vite. En tout cas, on peut le souhaiter. D'accord. Une question peut-être un peu plus focus. Faut-il réinventer le mode de vente entre la grande distribution et les producteurs locaux? Alors, ça, c'est un sujet qui est très intéressant. J'ai été très frappé depuis le début de la crise. Alors, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais les producteurs locaux, en tout cas dans le monde de la grande distribution, l'enseigne que je servais préalablement, s'en occupaient et j'en avais la charge. Donc, je suis pas mal occupé de ces sujets-là. Depuis le début de la crise, on entend énormément les médias, notamment généralistes. Si vous ouvrez TF1, et alors le journal de Jean-Pierre Pernaut à midi, c'est un poème sur le sujet, nous parler de ça, du retour aux produits locaux, au localisme. D'abord, il faut mettre ça à sa juste proportion. La réalité française de la consommation, c'est qu'on est le pays d'Europe où les grandes marques sont de loin les plus consommées. Les produits locaux se développent, c'est significatif dans des proportions importantes, mais pèsent aujourd'hui peu. Première chose. Deuxième élément, ces produits locaux, globalement, sont quand même relativement chers. Alors, vous allez me dire, on trouvera toujours un producteur de fruits et légumes à côté, peut-être qu'il sera moins cher que les fruits et légumes dans l'hypermarché ou dans le carrefour du coin. Oui, mais les petits producteurs locaux sont plutôt des PME, des TPE, qui proposent des produits plutôt plus chers que ce qu'on va trouver en grande distribution et fait par les industriels. Donc, ce progrès du localisme, il va être réel. Il se heurte d'abord au problème de pouvoir d'achat que j'ai évoqué. Pour le problème, ce n'est pas de promouvoir une consommation meilleure et plus locale, c'est la question, elle est de savoir si les Français vont pouvoir y accéder. Qu'ils en veuillent, c'est certain. Qu'ils puissent se la payer, ça l'est moins. C'est ça le sujet. Je crois, moi, et les enseignes s'étaient engagées dessus depuis plusieurs années, avec plus ou moins de bonheur et plus ou moins de sincérité. Mais s'étaient engagées sur les produits locaux de façon assez forte. Et au cours de la crise, je vais en citer une pour citer que du positif, mais au cours de la crise, on a quand même vu Système U, qui était en pointe là-dessus, faire des choses assez remarquables sur les produits locaux, en ouvrant les magasins à des fournisseurs qui n'étaient pas les leurs, simplement parce qu'ils n'avaient plus de débouchés. Donc, ce mouvement des produits locaux, il va se développer, il va continuer à se développer. J'y crois vraiment. Mais ce n'est pas les produits locaux à la place des premiers prix. Vous voyez, c'est des consommations qui sont différentes. Voilà ce que je peux répondre là-dessus. Une autre question qui n'a rien à voir, qui revient sur le thème du télétravail de masse. Oui. Télétravail en hausse signifie alors conséquences importantes sur le foncier, avec des bureaux inoccupés demain dans les grandes métropoles. Est-ce que c'est une redistribution des cartes? Alors en termes, j'imagine, de foncier en tant que tel, les bureaux et la localisation, non pas des produits locaux, mais des personnes en fait. Alors oui, oui, bon, là, je mets un petit peu une autre casquette, mais en tant que, c'est un sujet qu'on regarde de près là en ce moment avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France dont je suis membre.
Oui, ça a un impact. Imaginez que durablement, la consommation alimentaire, restauration, parce qu'on sera moins nombreux dans les restos, parce qu'on a ou peur ou parce qu'il y a des contraintes, et parce qu'il y a du télétravail en plus. Imaginons que la consommation alimentaire dans le 9e arrondissement chute significativement, même de 15% ou 20%. C'est la valeur des baux commerciaux qui est remise en cause. Ces immeubles de bureaux, extrêmement chers en termes de loyer, si le télétravail se développe, si je suis une entreprise de conseil avec 80 personnes, mais dont la moitié est désormais en télétravail et qu'on s'en porte très bien, j'ai besoin de moins de locaux. Donc, j'aurai aujourd'hui de l'argent à investir, je ne le mettrai pas sur une foncière de bureau, vous voyez, parce que là, il y a probablement effectivement un sujet. Et plus largement, c'est un point que je notais également dans ma note, derrière ce télétravail et ce mouvement très fort, hein, 20% des Parisiens sont partis dans des lieux de villégiature. Hein. Si demain le télétravail se développe de façon significative et qu'on colle le télétravail le vendredi ou le lundi à se faire, entre guillemets, des week-ends, mais des week-ends de travail, et tous autour du webinar, vous travaillez sans doute le samedi ou le dimanche un peu, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau en soi. Mais le fait de pouvoir être chez vous le vendredi ou le lundi, vous pouvez aussi être dans votre lieu de villégiature, à la campagne et autres. Et donc, il devient parfaitement imaginable que la... Et d'ailleurs, c'était drôle, puisque j'avais une visioconférence la semaine dernière avec quelqu'un qui était exactement dans cette situation-là, de dire finalement, ma résidence, elle devient mon lieu de villégiature au bord de la mer, et je viens travailler à Paris 3 jours par semaine, puisque le poids du télétravail plus mon week-end me permet de me libérer de la contrainte urbaine. Là, on est sur des risques à beaucoup plus long terme, évidemment foncier majeur, mais qui sur la consommation joue aussi, parce que la consommation qui était dans Paris, je vais dans mon Franprix, je vais à Carrefour Clé-Souilly, peut se transformer, pour faire mon gros caddie de course, hein, peut se transformer à je vais je ne sais pas s'il y en a un d'ailleurs là-bas, mais au Carrefour Market de Saint-Martin-en-Ré. Vous voyez, on peut avoir des mouvements, mais là, ils sont à plus long terme. Je ne crois quand même pas que les Parisiens ou les Lyonnais, de façon significative, décident de déménager à la fin de l'année. Ne serait-ce que d'ailleurs pour une raison, que j'évoque très rapidement sur le point patrimoine, c'est qu'on décide de déménager quand on a une situation patrimoniale qui le permet. Et si je suis propriétaire d'un appartement à Paris et que l'immobilier est en une situation éventuellement délicate, je ne vais pas le revendre s'il est aujourd'hui moins cher que ce que j'ai payé. Donc on a une contrainte qui est plus durable. Donc là, je ne parierai pas sur ce point-là. En tout cas, pas à court terme, mais il faut l'avoir en vigilance. Ok, une question un tout petit peu touchy, mais je te demanderai une réponse assez rapide parce que finalement le temps passe, mais c'est super Ouais. intéressant, tant mieux. On voit de plus en plus de collaborations entre enseignes concurrentes. Alors, il est communiqué en commun via la FCD ou pas, il y a partage de bonnes pratiques, etc. etc. Comment est-ce que tu vois l'évolution de cette relation? Donc, une collaboration horizontale et pas. Les quelques communiqués communs qu'on a vus, j'ai en tête Intermarché qui passe des masques à Leclerc, on a vu Carrefour et Auchan sur la sécurité au travail de mémoire, etc. En fait, ces relations, ces communiqués ou ces affichages se sont faits sur des choses qui ne relèvent pas de la concurrence commerciale. Je trouve ça plutôt bien. J'ai toujours été frappé dans notre métier de distributeur, quand on est sur les opérations, à quel point on se parle peu, à quel point on se regarde en chien de faïence. La concurrence est extrêmement vive, bien plus encore que entre les industriels d'une même profession qui se connaissent mieux, même si la concurrence existe également. Et dans notre métier, globalement de la grande consommation, on a des tensions qui sont bien plus fortes que, prenons un autre grand métier qui est celui de l'automobile. Dans n'importe quelle ville, les concessionnaires automobiles se connaissent, ont des réunions ensemble tous les mois, et partagent un certain nombre d'éléments d'information
parce qu'il représente une communauté qui vit. Et dans notre métier, c'est le poids de l'histoire. Voilà, c'est pas la peine de revenir dessus. On a des relations très tendues. Je pense que qu'elles soient plus cordiales quand c'est pour le bien commun, je trouve ça très positif. Qu'après, on reste très concurrent, bah, c'est normal, c'est la nature des choses. Alors, je rebondis juste sur un effet de la crise en fait pour l'Institut du commerce, qui est qu'on a remis en route le comité spécialiste, où tu as, donc j'étais encore ce matin avec eux, entre autres Sephora, Nocibé, les deux directeurs achats qui ne se connaissaient pas, et Ouais. qui finalement passent 1 heure ensemble toutes les semaines maintenant à échanger sur bah, tiens, qu'est-ce que tu fais pour les testeurs, qu'est-ce que tu fais pour le personnel, qu'est-ce que tu fais sur des sujets qui ne sont pas compétitifs, justement, qui ne sont pas de la concurrence. Donc ça, c'était juste la petite parenthèse. Une autre question, je reviens sur l'inflation. Une question, pourrait-on envisager que l'inflation zéro soit finalement presque une bonne nouvelle, car l'économie dans sa globalité est quand même sous la menace d'une déflation? Oui, alors et là aussi, alors j'ai cité l'inflation zéro et parce que déjà l'acter entre nous dans cette communauté de la grande conso, ça va être extrêmement douloureux. Mais effectivement, un certain nombre d'experts, d'économistes évoquent ce risque-là, ce risque de la déflation. Et dans ce sens-là, oui, ça serait forcément une bonne nouvelle, parce qu'une déflation serait une très mauvaise nouvelle. Maintenant, j'ai envie de rebondir sur une autre question que j'ai vue passer, qui est celle de elle était citée plus haut, qui était de la déflation. Attends, Oui, on a vécu plusieurs années de déflation. déflation. C'est intéressant parce qu'il faut distinguer là la notion de déflation au sens de la masse du marché, de la déflation sur les produits de façon individuelle. D'abord, inflation, déflation, il y a des produits en alimentaire qui connaissent ça tous les ans. Les fruits et légumes, ça bouge, ou la poissonnerie, ça bouge à la hausse, à la baisse. Voilà, c'est des produits qui fluctuent. Les produits manufacturés fluctuent peu. On essaye toujours de passer des hausses. Alors, il y a derrière cette notion de baisse de déflation depuis plusieurs années, il y a la notion, j'imagine, je le comprends comme ça, peut-être à tort, vous me corrigerez, mais cette notion de guerre des prix. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec le concept de guerre des prix. Je ne nie pas, évidemment, qu'il y a eu une forte baisse des prix d'un certain nombre de marques, mais au global du marché alimentaire, on peut malheureusement ou heureusement pas parler de déflation. Parce que le marché alimentaire, quand on entendait un certain nombre de représentants syndicaux aussi parler de milliards de valeurs détruites, il n'y a pas eu de milliards de valeurs détruites. Le marché de la grande consommation a connu une croissance tous les ans depuis 10 ans, en gros correspondante à l'inflation et d'ailleurs à la démographie. Donc en fait, il y a eu des vases communicants entre différents types de produits. Les gains, je me place à la place du client, hein, le gain que j'ai pu faire sur le Nutella ou sur telle autre marque, parce qu'effectivement, il y a eu une bataille sur les prix, ces gains-là ont été intégralement réinjectés par les clients dans le bio, dans les produits de PME, dans les produits locaux, puisque en masse globale, le marché n'a pas bougé. Et vous avez vu que les volumes ont quasiment peu évolué ces dernières années, ils commencent même à décroître. Donc, d'ailleurs, toutes les études, IRI et Nielsen le montrent tous les mois, on était face à un phénomène de premiumisation. Sauf à la dernière P, mais on est rentré sur le phénomène de crise, il faudra voir si ça se confirme. Donc voilà, il faut distinguer ce qui relève d'une marque ou d'un certain nombre de marques. Hein. Les principales marques du retail ont connu une guerre des prix, je ne le nie pas, mais qui a permis la valorisation de l'autre côté. Donc au global de l'alimentaire, il n'y a pas eu de déflation. Ok, on a le temps encore pour 2 questions, puis après on sera obligé d'arrêter. Mais ce que je propose, Philippe, si tu es d'accord, s'il y a d'autres questions, je te les transmets et si tu peux répondre Oui, en quelques lignes, on pourra transmettre les réponses à tous les participants. bien sûr. Tu es d'accord avec ça? Oui, très bien. Super. Donc une avant-dernière question, quel rôle potentiel de la montée en puissance d'Amazon sur les 12 à 24 mois avec sa puissance sur le digital? La puissance d'Amazon sur le digital, elle est considérable, évidemment. Ils ont, alors notamment sur Paris, fait vraiment un strike pendant la période de confinement. J'ai le sentiment quand même, il y a beaucoup de papiers qui sont sortis là-dessus, qu'ils ont également fait un strike en termes d'image de marque, mais dans l'autre sens. À tort ou à raison, moi j'en juge pas, mais l'image de marque d'Amazon ne sort pas spécialement grandie de la séquence.
Les ministres ont tapé fort dessus. Même, j'étais très surpris de ça. Dans un podcast, Barthélémy Guillain, qui est le président de la FM, donc ce qui est c'est pas un groupe, mais ce qui supervise Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, etc., en fin de semaine dernière, s'est montré très critique, très acerbe sur Amazon. Bon, ils ont de la data, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont une capacité logistique inégalée, c'est certain. N'empêche que les autres compétiteurs sur le périmètre de la grande conso qui est le nôtre fourbissent leurs armes aussi. Amazon sur l'alimentaire, certes progresse, mais ça reste quand même sur la masse du marché très épiphénoménal. Et je reviens à ce que j'ai disais au début sur le drive. L'acquisition de clients qualifiés pour des marques, par exemple, pour de l'activation digitale de vos marques, me semble être un levier bien plus important. Je suis peut-être trop affirmatif parce que je ne maîtrise pas l'ensemble des éléments là, mais que ce que peut faire Amazon avec ses quelques pouillèmes de parts de marché. Amazon avant la crise, en alimentaire, ça représente de mémoire, je vois qu'Olivier Dauvert est connecté, il me corrigera peut-être, mais de mémoire, ça fait l'équivalent de 5 hypermarchés. Entre 5 hypermarchés d'un côté et les millions de clients nouveaux sur le drive désormais activables et qui peuvent peser par des retailers qui connaissent le sujet, voilà, moi, j'ai envie d'espérer que le commerce français, et dans son ensemble, hein, avec son amont, soit capable de trouver des solutions alternatives. Ok, une question sur l'assortiment. Les enseignes doivent-elles maintenir leur rationalisation d'assortiment après la crise? Alors, au moment de la crise, au démarrage, alors ça m'a effrayé, sincèrement, en tant qu'ancien patron de l'offre, mais je comprends pourquoi. J'ai vu des linéaires dévastés, des employés remplir avec ce qu'ils trouvaient finalement, de parer au plus pressé. Et même, je voyais des entrepôts ou des propos d'ailleurs d'industriels comme de commerçants de dire on revoit nos gammes, on revoit nos structures d'assortiment. Je pense que pour une crise qui dure 2 mois en termes de confinement, c'est une folie de faire ça. Quand on sait le boulot que ça représente, les mois, mais en fait les années, parce qu'on fait chaque année que corriger, tout mettre par terre pour 2 mois, bon. En revanche, redresser les magasins, les remettre d'équerre sur les plans d'avant, ça va être un boulot de fou pour les magasins, bien sûr, mais les forces de vente, etc. Donc là, il y a, je pense, un sujet qui est effectivement très sensible. J'ai dit, l'offre, elle va bouger, enfin, la demande va bouger de fait, donc l'offre aussi. Il y aura probablement plus de MDD, de premier prix, plus de produits hygiénisés, etc. Peut-être qu'il faudrait agrandir un peu les rayons pâtes, mais n'exagérons rien. Les magasins avant la crise, dont les capacités linéaires, par exemple des rayons pâtes, étaient trop courtes, franchement, j'en connais pas. La capacité linéaire des hypermarchés, ça tenait plusieurs jours. Les plus gros ou les plus denses, un samedi, bon, ok, il faut parfois faire un peu de maintenance sur quelques produits, mais les vrais produits de maintenance, on les a toujours eus. C'est l'eau, c'est les produits avec des palettes au sol. Enfin, l'histoire, vous la connaissez comme moi. Non, je pense que les évolutions du catégorie management et de l'offre, elles sont nécessaires, elles vont évoluer, elles vont se faire. Mais moi, je serais plutôt à souhaiter à revenir d'équerre pour faire des corrections à partir de choses qui sont sérieuses. La crise que nous vivons en tant que confinement ne dit absolument rien de ce qui va se passer après le 11 mai, où on sera beaucoup plus libre de nos mouvements. Ok. Et une dernière question, parce qu'en fait, il est 32, je suis désolé, on est un petit peu en retard, mais la dernière de dernière, le nombre plus important de jeunes de moins de 30 ans en France pourrait-il agir comme accélérateur de la relance économique? Le nombre plus important de jeunes de moins de 30 ans? Oui, la proportion, en fait, enfin, en France, tu as une proportion de moins de 30 ans qui est plus importante que dans d'autres pays d'Europe, par Que exemple. dans d'autres pays d'Europe, oui, c'est vrai. Ouais. Mais elle est plus importante que dans d'autres pays d'Europe, mais elle est moins importante qu'hier et qu'avant-hier et qu'avant-avant-hier. Donc on vieillit moins vite, mais on vieillit quand même. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Philippe. On est arrivé à la fin de ce webinaire. Je te remercie beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Le webinaire donc, sera en replay dès demain.
Une synthèse, on a écrit, l'équipe a écrit une petite synthèse de ce que tu as raconté là. On la mettra en ligne également. Et les slides, même si les slides, ça donne juste la structure, mais c'était important de l'avoir. Donc merci à tous, merci à toutes d'avoir assisté à ce 7e webinaire, ça fait mal, donc c'est la 7e semaine de confinement. Il y en a encore un la semaine prochaine. Et puis après, on verra comment on transforme ces webinaires de confinement, on va dire, en webinaire toujours avec du contenu le plus intéressant possible pour nos adhérents et au-delà. Mais on va transformer et peut-être changer le créneau horaire, comme je disais la semaine dernière. Mais ce n'est pas encore décidé, c'est à venir. Merci beaucoup à tous, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Merci à tous, à très vite. Au revoir. Au revoir.